Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui nous concerne vraiment tous, notre rapport aux images. On a tous, je pense, une vieille boîte à chaussures avec des photos de famille, des tirages un peu jaunis, qui sont de vrais trésors. Et en même temps, on a des milliers et des milliers de photos sur nos téléphones. Alors, on va explorer ce grand écart de l'image comme archive physique, presque sacrée, à sa version la plus futuriste, j'ai envie de dire, la réalité augmentée. Pour ça, on a une pile de documents assez fascinants, des articles de recherche sur la photo comme mémoire, des analyses très techniques sur la conservation numérique, et puis des reportages sur l'arrivée de la réalité augmentée dans l'art. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment tout ça transforme notre perception de la vérité, de la mémoire et même du réel en fait. Et la tension au cœur de tout ça, elle est passionnante. La photo, à la base, elle est née avec cette promesse d'être une preuve, un enregistrement objectif du passé. Ça a été, comme disait Barthes. Aujourd'hui, cette idée, elle est complètement chamboulée. D'un côté, on a découvert que le numérique est beaucoup plus fragile qu'on le pensait, et de l'autre, il y a la réalité augmentée qui, elle, ne se contente pas d'enregistrer le réel, non, elle vient l'enrichir, le commenter, voire le réécrire en direct. Et ça change complètement la donne. Commençons par la base alors. La photo comme archive, la bonne vieille photo sur papier. Dans les sources, un article de Christian Schar, Jessica Setiadi propose une manière intéressante de la voir, en 3 dimensions. La première, c'est sa nature singulière. C'est ça. Chaque photo, c'est un instant T, un lieu précis. C'est unique. Mais, et c'est ça qui m'a interpellée, elle est surtout sélective. Oui. Et je dirais même plus, cette sélectivité, c'est ce qui fait à la fois sa force et sa faiblesse en tant qu'archive. L'article prend un exemple qui est formidable, une photo d'Alan Sekula. On y voit un garçon sur un ferry, il a l'air un peu songeur. La légende précise, garçon regardant sa mère. Et là, tout bascule. L'élément central de la scène, la mer, est hors champ, on ne la voit pas. La photo nous dit autant parce qu'elle montre que parce qu'elle cache en fait. C'est fou de se dire que l'information la plus importante est en fait invisible. Ça veut dire qu'aucune photo n'est une vérité complète. C'est toujours un fragment, un point de vue. Exactement. Et c'est là qu'intervient la deuxième dimension de Setiadi, la photo plurielle. Quand on prend ces fragments et qu'on les assemble, dans un album de famille par exemple, on ne fait pas qu'additionner des images, on construit un récit. Une histoire. Une histoire, voilà. C'est un rituel social. Et c'est cet assemblage qui nous amène à la troisième dimension, la photo archivistique. Ces images deviennent des documents, des références pour le futur. Mais alors, où s'arrête l'archive ? Je pense à des œuvres comme Atlas de Gérard Richter, cette collection monumentale de milliers de photos, de coupures de presse, de croquis. Est-ce que ce genre de compilation immense et un peu chaotique peut être considéré comme une archive ? C'est une excellente question, et elle a longtemps divisé les critiques. Au départ, certains disaient non. Une archive doit être organisée, avoir une finalité claire. Ce n'est pas juste un amoncellement. Mais la pensée a évolué, notamment sous l'influence de philosophes qui ont, disons, élargi notre définition de l'archive. On a fini par admettre que même une collection personnelle et chaotique a une valeur archivistique. Elle témoigne d'une époque, d'un regard. La totalité est inatteignable, mais la tentative de tout rassembler est en soi un document. Donc, au fond, peu importe l'intention ou le désordre apparent, chaque clic est un acte d'archivage. C'est ce que dit l'historien de l'art Okui Onwezor, avec une formule que je trouve géniale. L'appareil photo est une machine à archiver. Sa fonction première, avant même de parler d'art ou de vérité, c'est de produire un document. Précisément, chaque photo crée une trace. Et c'est cette trace qu'on a voulu préserver à tout prix en passant au numérique. On s'est dit, fini les négatifs qui se rayent, les couleurs qui passent. On pensait avoir trouvé la solution pour une mémoire éternelle. On s'est lourdement trompé. Ah oui, là on entre dans un de mes passages préférés des sources. J'ai toujours cru que le numérique, c'était la solution miracle pour tout garder. Pour toujours. Et l'article de Raymond Blum sur la permanence numérique vient dynamiter cette croyance. C'est un peu angoissant d'ailleurs. Il donne des exemples très concrets. Toutes les données stockées sur des disquettes zip ou des cartes perforées il y a 20 ou 30 ans. L'information est peut-être intacte dessus, mais elle est devenue inaccessible. On n'a plus les lecteurs pour les lire. C'est le grand paradoxe de l'ère numérique. L'information elle-même est incroyablement durable. Une série de 0 et de 1, ça peut théoriquement durer éternellement. Mais les supports physiques, eux, sont terriblement éphémères et deviennent obsolètes à une vitesse folle. Bloom explique qu'il faut se protéger contre 2 grands types de défaillances.
La première, c'est la destruction du support, brisant le disque dur qui grille, l'inondation du data center. La seconde, plus insidieuse, c'est la perte d'intégrité des données, un fichier corrompu, une modification accidentelle ou malveillante. Et donc, la solution, ce n'est pas de créer un disque dur indestructible? Non, car il n'existe pas. La seule solution viable, c'est la redondance. Mais une redondance intelligente. Il ne s'agit pas juste de faire 2 copies sur 2 disques durs posés l'un à côté de l'autre. Il faut les placer dans ce que les ingénieurs appellent des domaines de défaillance différents, c'est-à-dire dans des lieux et sur des systèmes qui n'ont aucune chance de tomber en panne pour la même raison et au même moment. D'accord. Une copie chez soi, une autre dans le cloud sur un continent différent par exemple. Mais alors, est-ce que ça veut dire que mes photos sur iCloud ou Google Photos sont en danger? Ou est-ce que ce problème de domaine de défaillance est déjà résolu à grande échelle par ces géants de la tech pour nous simples utilisateurs? Heureusement, oui, en grande partie, quand on télécharge une photo sur leur service, ils ne la stockent pas à un seul endroit. Ils la répliquent instantanément sur de multiples serveurs dans des data centers répartis partout dans le monde. C'est leur modèle économique. Ils nous vendent de la permanence. Voilà. Mais ça soulève une autre question. Notre mémoire collective est désormais entre les mains de quelques entreprises privées. Mais bon, c'est un autre débat. Les sources font aussi une distinction que je n'avais jamais vraiment saisie avant, entre sauvegarde et archive. J'ai toujours pensé que c'était la même chose. Je fais un backup de mon ordinateur pour ne rien perdre. En quoi c'est différent d'une archive au sens où l'entend Blum? C'est une nuance qui est cruciale. Une sauvegarde, un backup, c'est conçu pour la continuité des opérations. Ça protège contre une panne à court terme, un disque qui lâche, un fichier effacé par erreur. Son but, c'est de restaurer un système à un état fonctionnel récent. Une archive, c'est une copie faite dans un but de préservation à très long terme. Son objectif n'est pas de faire redémarrer une machine, mais de préserver un enregistrement, un document, contre les forces du temps. Ah d'accord, je vois. La stratégie de conservation n'est pas du tout la même. Ce qui est vertigineux, c'est cette idée, aussi dans les sources, que l'information est devenue désincarnée. Avant, une information était gravée dans la pierre, écrite sur un parchemin. L'info et son support ne feuillaient qu'un. Absolument. Cet artefact physique garantissait une certaine pérennité. Pour détruire l'information, il fallait détruire l'objet. Aujourd'hui, un fichier numérique n'a pas de corps. Il peut être copié à l'infini, mais aussi s'évanouir en une fraction de seconde. On ne peut plus le mettre dans une boîte et espérer le retrouver dans 100 ans. Il faut activement le maintenir en vie, le migrer de support en support, vérifier son intégrité en permanence. C'est une mémoire qui demande un entretien constant. Alors on a cette information numérique, fragile, qu'il faut constamment maintenir en vie. Mais si, au lieu de la cacher dans un data center lointain, on venait la plaquer directement sur notre monde physique? C'est un peu ça la promesse folle de la réalité augmentée, non? C'est exactement ça. On sort l'information de l'écran pour la superposer à notre environnement. La définition technique est simple. C'est la combinaison en temps réel du monde réel et d'éléments virtuels. Des images, des sons. Des images, des sons, des textes, voilà, avec lesquels on peut interagir et qui sont précisément ancrés en 3D dans notre espace. Et pour les artistes, c'est un terrain de jeu absolument phénoménal. Les sources donnent plusieurs exemples. Il y a cette peintre de Mexico, Yunuen Esparza. Elle fait des peintures à l'huile très traditionnelles dans la technique, mais si on regarde ses toiles à travers un téléphone, elles s'animent. Des personnages inspirés du folklore mexicain, comme Frida Kahlo, prennent vie. La peinture devient une porte d'entrée vers une autre dimension. C'est une fusion fascinante entre le tangible et le virtuel. On a aussi Mauricio Nocera, un muraliste brésilien. Il peint des fresques murales inspirées de classiques comme la naissance de Vénus, mais quand on les regarde avec l'application de réalité augmentée, des éléments de street art apparaissent. Ah oui! Des graffitis, des couleurs qui explosent. L'œuvre a une double vie, une vie physique et une vie numérique. Attends, le street art virtuel. Ça veut dire qu'on pourrait taguer le Louvre sans risquer la prison? J'imagine déjà les possibilités. Et les problèmes. Pouvoir taguer virtuellement la Tour Eiffel depuis son canapé, c'est à la fois génial et un peu terrifiant. C'est exactement la question qu'il soulève. Il a d'ailleurs créé un filtre Instagram qui permet de faire ça, de laisser des graffitis virtuels sur de vrais murs. Un autre artiste, Marco Matic, a une approche différente. Il part de dessins à la plume très complexes, style steampunk, et la réalité augmentée y ajoute du son, du mouvement, une narration. Le dessin devient une petite scène de théâtre animé. On passe d'une image fixe à une histoire immersive. Et ça ne se limite pas aux ateliers d'artistes, les musées s'y mettent aussi massivement.
au De Young Museum de San Francisco. Pendant une expo de mode, un partenariat avec Snapchat permettait aux visiteurs d'essayer virtuellement les robes de grands couturiers. Au lieu de regarder une pièce derrière une vitre, on pouvait se voir la porter sur son écran. Ce qui est puissant ici, c'est que ça résout un problème majeur pour les musées. Comment rendre un objet statique, une capsule spatiale, une robe, un squelette de dinosaure, comment le rendre vivant et pertinent pour un visiteur d'aujourd'hui? L'objet devient une scène. Exactement, un support pour une expérience. C'est une révolution pour la muséographie. L'exemple qui m'a le plus marqué, c'est celui du National Air and Space Museum. Il projette un hologramme de l'astronaute Gene Cernan, juste au-dessus de la véritable capsule Gemini 9 dans laquelle il a failli mourir. On voit l'artefact, la capsule, et en même temps, on voit et on entend l'hologramme de Cernan raconter sa marche spatiale de l'enfer. La mémoire devient vivante, incarnée et située dans son contexte physique. C'est incroyablement émouvant. On passe de la documentation d'un événement à sa quasi-reconstitution émotionnelle. L'archive, la capsule, n'est plus un simple objet de contemplation. Elle devient le décor d'une histoire qui se rejoue pour nous. Mais ça nous amène inévitablement à des questions plus complexes. Oui, parce que si chaque lieu, chaque objet, chaque mur peut être étiqueté avec une couche d'informations numériques persistante, comme le dit une des sources, qu'est-ce que ça signifie pour notre vie privée et notre rapport à la réalité ? Là, on entre dans des questions éthiques qui donnent le vertige. Prenez le droit à l'oubli. Comment on l'applique dans un monde augmenté? Comment on efface un graffiti numérique injurieux attaché à la façade de votre maison, mais qui n'est visible que par les utilisateurs d'une certaine application? Comment on gère un souvenir douloureux, une information fausse, attachée à un lieu physique, mais qui n'existe que dans le cloud? Et surtout, qui contrôle ces couches d'informations? Qui décide de ce qui peut être augmenté sur notre réalité partagée? Les entreprises qui développent les applis? Les gouvernements? Nous, collectivement? C'est le Far West pour l'instant. Et c'est pour ça qu'on voit émerger des premières tentatives de régulation. Le monde du journalisme, par exemple, commence à établir des directives éthiques très claires pour l'utilisation de l'IA et de l'ARA. La règle numéro 1, la surveillance humaine doit rester au cœur de tout. Ce n'est pas un algorithme qui décide seul de ce qui est montré. Deuxièmement, la transparence est non négociable. Il faut toujours indiquer clairement quand une image a été générée ou augmentée. Et il y a une règle d'or, je crois, pour éviter les dérapages. Oui, ne jamais utiliser d'images de synthèse ou de RA pour illustrer une nouvelle de dernière minute, un breaking news. Le risque de confusion avec des images réelles est trop grand et pourrait détruire la confiance du public. On réserve ces technologies au reportage, à l'analyse, à la reconstitution, mais jamais à l'actualité chaude. Si on met tout ça bout à bout, on a fait un sacré chemin. On est parti de la photo, une archive sélective créée par le choix d'un photographe. On est passé par l'archive numérique, une simple copie dont il faut vérifier l'intégrité en permanence pour qu'elle survive, pour arriver à l'archive en réalité augmentée. Et là, le jeu change complètement. Elle devient potentiellement collaborative, tout le monde peut augmenter le monde, elle est persistante et elle est superposée à notre environnement. C'est une forme de mémoire vivante, partagée, mais aussi potentiellement incontrôlable et contestée. On est donc passé de la trace unique et tangible d'un négatif sur verre à la fragilité d'un fichier numérique qu'il faut sans cesse protéger, jusqu'à cette expérience interactive où le passé et le virtuel se superposent à notre présent. L'image n'est plus une simple fenêtre sur le passé, elle devient une couche de réalité supplémentaire. C'est un basculement fondamental. La photographie, dans son essence, visait à capturer, à figer un moment. Sa valeur reposait sur sa capacité à être une preuve. La réalité augmentée, elle, vise à animer, à enrichir, à faire évoluer un lieu ou un moment. On ne cherche plus la preuve, on cherche l'expérience. Et ça nous laisse avec une dernière question. La photographie classique nous a appris à chercher la vérité dans une image. Mais la réalité augmentée, en nous permettant de superposer une infinité d'informations, d'œuvres, de souvenirs ou de tags sur un même lieu, est-ce qu'elle ne nous force pas à accepter qu'il n'y a plus une seule vérité, mais une multitude de réalités qui coexistent? Et si c'est le cas, comment va-t-on apprendre à naviguer entre elles?